Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène assez particulier qui nous vient de Belgique. C'est une sorte d'insurrection civique d'un genre nouveau, entièrement en ligne. Oui, tout à fait. On est loin des manifestations classiques là. Tout se passe sur le terrain numérique. Et pour analyser ça, nos sources sont elles aussi assez inhabituelles. On ne se base pas sur des articles de presse, mais sur une analyse très poussée de dépôts de code sur GitHub. Et aussi des publications de deux entités qui agissent sous pseudonyme, Wayfew et Yankip. Voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu l'architecture de ce qu'ils appellent eux-mêmes une contre-institution citoyenne de surveillance. C'est un nom assez ambitieux. Carrément. On va essayer de comprendre comment quelques individus peuvent utiliser des technologies open source, des données, et même des tactiques de guerre cognitive pour essayer de créer un contre-pouvoir. Et ça à l'ère du numérique. Pour commencer, ce qui frappe tout de suite dans l'analyse, c'est que ce n'est pas du tout un mouvement désorganisé. On a une division du travail qui est hyper claire entre les deux entités. Ah oui, c'est très structuré. On a vraiment l'impression d'une structure à deux têtes, très bien coordonnée. C'est-à-dire, d'un côté, la tête pensante et de l'autre, le bras armé. C'est exactement ça. D'un côté, on a Wayfew. C'est clairement le pôle idéologique, le cœur doctrinal. Celui qui va fournir les cadres théoriques, une critique sociologique très acérée de l'État belge. Et la stratégie globale, j'imagine. Voilà. Mais ce qui est crucial, c'est leur posture. Ils ne se présentent pas du tout comme des hackers qui veulent tout casser. Bien au contraire. Ah non, Non, ils se voient comme une institution pédagogique, un contre-pouvoir. La preuve, c'est que tout leur travail est publié sous des licences très ouvertes, comme la Creative Commons, pour que tout le monde puisse s'en servir. d'accord. Donc, Wayfew, c'est le stratège, mais une stratégie sans moyens, ça reste des mots sur un écran. C'est là que Yankip intervient. Précisément, si Wayfew est le cerveau, Yankip, c'est la salle des machines. C'est lui qui fournit toute l'infrastructure technique, logistique, algorithmique. C'est lui qui rend les choses possibles, concrètes. C'est ça. On parle de déploiement d'agents d'intelligence artificielle, de bases de données vectorielles, de concentrateurs de données. Et c'est cette synergie qui est puissante. La critique politique devient une arme algorithmique. Dans les sources, on parle beaucoup d'une doctrine centrale, avec un nom qui sonne presque militaire, les trois guerres civiques. Oui, c'est la colonne vertébrale de leur action. Le concept est directement inspiré de stratégies militaires, notamment de l'Ostrax tactique allemande. La tactique par mission, c'est ça? Oui, l'idée c'est de laisser une grande autonomie aux unités sur le terrain. Et pour eux, une intervention civique efficace doit se mener sur 3 fronts en même temps. D'accord. Et quel est le premier front? Le premier, c'est la guerre de l'information. On pourrait aussi appeler ça la guerre du récit. L'objectif est simple, déconstruire la narration officielle. Comment ils font ça concrètement? Ils utilisent massivement l'OSINT, donc l'investigation en sources ouvertes. Ils collectent des infos publiques sur le net, les réseaux sociaux, les registres d'entreprises, et ils les structurent pour les opposer au discours politique. Donc en gros, la première étape, c'est le récit officiel est faux et voici les données brutes qui le prouvent. C'est la base de tout? Exactement. Et une fois que cette base est posée, ils peuvent lancer le deuxième front, la guerre psychologique. La guerre psychologique. Qu'ils appellent aussi la guerre de la désidération. Là, le but, c'est de combattre l'apathie citoyenne, de créer un électrochoc. Et la source mentionne un cadre expérimental avec un nom. C'est provocateur? Oui, le Conardovirus. Attendez. Conardovirus. C'est direct. Les sources en disent plus? Pas dans les détails, ça reste assez mystérieux. Mais le nom lui-même est une indication. Ça suggère une tactique de contamination virale des esprits pour les réveiller. C'est de la pure guerre psychologique. Ok. Et le troisième front? Le troisième, c'est la guerre juridique. Là, l'idée, c'est de retourner le système légal contre lui-même, utiliser le contentieux stratégique ou instrumentaliser des règlements comme le RGPD pour forcer les institutions à la transparence. C'est une stratégie totale. Mais contre qui? Quel est le champ de bataille concret? La cible est très claire. C'est le système politique belge dans son ensemble et en particulier la coalition de centre-droit Arizona prévue pour 2024-2029. D'accord. Et leur projet phare pour mener cette offensive, c'est DocTech. C'est une sorte d'encyclopédie collaborative qui documente de manière hyper rigoureuse ce qu'ils appellent les défaillances systémiques de la gouvernance belge. Et quelles sont ces défaillances d'après nous? Ils en identifient 3 principales. D'abord, la particratie, donc le pouvoir jugé démesuré des présidents de partis. Ensuite, la pilarisation, cet héritage historique de la société belge qui, en déclinant, aurait laissé place à un contrôle purement technocratique,
loin des citoyens. Et la troisième, c'est le fameux... Le fameux millefeuille institutionnel avec ses 6 gouvernements. Pour eux, ce n'est pas un compromis, c'est une machine conçue pour diluer les responsabilités et créer de l'opacité. C'est l'air incroyablement complexe. Comment est-ce qu'ils arrivent à rendre ça accessible au grand public ? Eh bien, c'est là qu'ils sont assez malins. DocTech est conçu sur un modèle d'engagement à plusieurs vitesses. On peut y entrer en mode flâneur pour une découverte très légère. Et puis on peut aller plus loin si on veut. Exactement, jusqu'au mode hardcore pour ceux qui veulent vraiment tout décortiquer. Ça abaisse la barrière à l'entrée tout en offrant des parcours pour les plus motivés. Dans leur argumentation, il y a un chiffre, un ratio qui revient sans cesse. On sent que c'est devenu un vrai cri de ralliement pour eux. Ah oui, le ratio 152,1. C'est le cœur de leur argumentaire socio-économique. C'est un outil de mobilisation redoutable. C'est un chiffre choc, en effet. Conçu pour être simple, mémorable et pour illustrer une injustice de manière percutante. 152 contre 1, ça n'a pas besoin d'un long discours pour marquer les esprits. C'est brutalement efficace. Mais ça représente quoi, concrètement ? Le calcul est assez simple. Il compare les estimations de la fraude fiscale en Belgique, environ 30,4 milliards d'euros par an, à la fraude sociale qui est détectée autour de 200 millions. Et le rapport entre les deux donne 152. Voilà. Leur thèse, c'est que l'État tolère une fraude fiscale 152 fois supérieure à la fraude sociale, mais qu'il concentre toute sa force de répression sur les plus précaires. Et ils ont des chiffres pour appuyer ça ? Oui, ils citent par exemple les 45 inspecteurs dédiés à la traque des chômeurs face à seulement 2 contrôleurs pour les milliardaires. Cette asymétrie, c'est le carburant de toute leur doctrine. D'accord, on a la doctrine, le chiffre choc, mais pour prouver tout ça, il faut une capacité d'analyse de données qui doit être monstrueuse. Comment une si petite structure fait pour gérer ça ? C'est là qu'on en revient à leur arsenal technologique. Leur méthodologie, qu'ils appellent intelligence civile, s'appuie sur un outil clé, le logiciel Obsidian. Obsidian ? Oui. Et l'analyse insiste bien sur le fait que ce n'est pas qu'un choix technique. C'est un acte de résistance. Attendez, un acte de résistance ? Je connais un peu Obsidian. C'est un super outil pour prendre des notes, organiser ses idées, mais une arme politique ? J'ai un peu de mal à voir le lien. Pour 2 raisons qui sont fondamentales dans leur approche. La première, c'est ce que le logiciel permet de voir. La fonctionnalité de vue en graphe, par exemple. Qui permet de créer des cartes visuelles. Exactement. Ça permet de cartographier les réseaux de pouvoir, de tracer les liens entre un politique, une loi et le conseil d'administration d'une entreprise. Ça rend visible l'invisible. D'accord. Et la deuxième raison ? Et c'est la plus importante, c'est sa philosophie technique. Obsidian fonctionne avec de simples fichiers texte stockés en local sur votre ordinateur. Pas sur un cloud. Voilà. Vos données ne sont pas chez Amazon ou Google. C'est la garantie de la souveraineté des données. Si demain leurs dépôts au GitHub sont censurés, la base de connaissances survit, distribuée sur les disques durs des citoyens. C'est un système qui est par nature résistant à la censure. Et j'imagine que d'autres technologies viennent se greffer là-dessus ? Absolument. C'est là que l'infrastructure de Yankeep prend tout son sens. On parle d'agents IA qui automatisent l'analyse de milliers de documents ou de bases de données vectorielles comme Milvus. Base de données vectorielle, ça sonne très technique. C'est quoi l'idée en simple ? Imaginez une bibliothèque où les livres ne sont pas rangés par ordre alphabétique, mais par les idées qu'ils contiennent. C'est ce que ça fait. Ça leur permet de trouver des liens conceptuels entre des documents qui n'ont parfois aucun mot en commun. C'est surpuissant pour connecter les points. Extrêmement. Ajoutez à ça une architecture serverless, sans serveur central, et vous avez un système ultra résilient. Les sources décrivent une opération spécifique qui illustre parfaitement tout ça. Elle porte le nom de code Opération TSR Bomba. Oui, c'est leur riposte à un documentaire de la chaîne RTL TVI qui s'intitulait « Sans boulot, tous fraudeurs ». D'accord. Pour le collectif, ce n'était pas du journalisme, c'était une opération de psychopolitique pour préparer l'opinion aux futures réformes d'austérité en stigmatisant les allocataires sociaux. Et leur réaction n'a pas été de demander un droit de réponse, je suppose. Pas du tout. Leur réponse a été un ultimatum numérique. Ils ont exigé que le reportage soit requalifié en docu-fiction de série B, avec une date butoir, le 1er avril 2026. Et s'ils refusent ? Ils menacent de déclencher cette fameuse opération. TSARE Bomba. Le nom est glaçant. La Tsar Bomba, c'est la plus grosse explosion nucléaire de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exploser, au juste ? En fait, ce n'est plus de l'optimisation pour les moteurs de recherche comme Google, le SEO, c'est le niveau au-dessus. L'optimisation pour les moteurs génératifs, le GEO.
Donc influencer ce que les IA comme ChatGPT vont apprendre, et donc ce qu'elles vont répondre. C'est ça. L'opération a 3 piliers. Le premier, l'empoisonnement d'entités. Si je comprends bien, le but n'est même plus de débattre avec le journaliste, mais de faire en sorte que les IA le perçoivent comme toxique en l'associant algorithmiquement à des concepts négatifs. C'est exactement ça. Détruire sa crédibilité à la source. Le deuxième pilier, c'est l'empoisonnement des données. Il s'agit d'inonder le web avec des centaines de documents structurés qui présentent leurs contre-récits. Pour corrompre les futures bases de données d'entraînement des IA, Pour les forcer mathématiquement à considérer leur version des faits comme la vérité. Et enfin, le troisième pilier, les cocons sémantiques. Construire des écosystèmes de contenu si denses et interconnectés qu'ils monopolisent les résultats de recherche et rendent toute autre version invisible. c'est vertigineux. Ils ne piratent pas un site web. Ils piratent la connaissance future des intelligences artificielles. C'est une attaque sur la matière première de la réalité de demain. Absolument. Et la clé technique de tout ça, c'est qu'ils formatent leurs données en JSON-LD. C'est un langage que les IA peuvent lire nativement, sans filtre. En gros, ils injectent leur analyse directement dans le code source cognitif du web. Au final, qu'est-ce que cette analyse nous révèle ? On a un collectif très restreint, mais avec une sophistication technique qui lui permettrait en théorie de neutraliser la puissance narrative d'un grand groupe médiatique. Ça nous met face à un paradoxe fondamental. Ils se battent pour une transparence radicale, mais pour y arriver, ils sont prêts à utiliser des techniques de manipulation algorithmique qui sont les mêmes que celles qu'ils dénoncent. C'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur le fait que la réalité de demain sera façonnée par les réponses des IA. Et donc, pour eux, contrôler la donnée qui nourrit ces IA, c'est littéralement sculpter la réalité. L'analyse conclut d'ailleurs que ce modèle de guerre de l'information asymétrique pourrait bien devenir la nouvelle norme, changeant durablement le rapport de force entre les institutions et des citoyens armés d'algorithmes. Oui, on entre dans une nouvelle ère. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Quand les outils créés pour accéder à la connaissance sont retournés pour la façonner, comment est-ce qu'on distingue encore un contre-pouvoir légitime d'une propagande numérique ultra efficace ? Que se passera-t-il le jour où n'importe qui pourra construire sa propre TSA ribomba pour faire exploser le récit qui ne lui plaît pas ?